Monsieur s'appelle Jean-Hervé Legros. Trompé, Jean-Hervé. Donc nous allons, j'introduis en deux mots, pendant que tu fais tes réglages, nous allons assister en direct à la consommation et à la production d'énergie par un habitant de l'île de la Réunion. Nous allons nous transporter virtuellement sur l'île de la Réunion et nous allons voir, voilà, en direct, ce qu'il produit, ce qu'il consomme. Enfin, je te laisse maintenant. Quelques mots après, je reviendrai là-dessus après. Quelques mots après Jean-Charles. Alors, de fait, j'ai été présenté comme les scouts. C'est finalement président des Scouts et Guides de France. C'est assez intéressant parce qu'au fond, si ça peut nous laisser à l'esprit qu'on peut aussi avoir une certaine sobriété dans l'usage de l'énergie et vivre néanmoins heureux, c'est finalement une petite réflexion pas tout à fait négligeable. Et j'ai deux problèmes dans cette intervention, au-delà de ce que je viens de dire, qui est plutôt une plaisanterie. La première, c'est d'où je parle et ce que ça a comme conséquence. Alors, de fait, comme ça a été dit, je viens de participer comme représentant du monde de l'entreprise à tout le débat qui doit amener la loi de transition énergétique dans les jours qui viennent, dans tout le débat du Conseil national de la transition énergétique, avec les positions des uns et des autres, et en particulier tout ce temps qu'on a passé sur les scénarios présentés par les uns et les autres. Et puis la deuxième chose, c'est que je cumule le fait d'être chez Schneider Electric et en charge du développement durable. Chez Schneider Electric, c'est une entreprise qui vient de faire une révolution phénoménale. Pour un certain nombre de gens ici, plutôt à la tête blanche, Schneider Electric, c'est la fille de Merlin Gérin, l'entreprise de la haute tension, celle qui a organisé dans toutes les villes du monde le réseau électrique et le lien avec les grandes centrales. Et si vous allez aujourd'hui sur le site de Schneider Electric, ça n'est plus une entreprise qui vend de l'équipement électrique, c'est une entreprise qui vend de l'efficacité énergétique. Et cette évolution-là a 10 ans. Ça veut donc dire que voilà une entreprise non subventionnée, avec ses 160 000 collaborateurs, ses 25 milliards de chiffre d'affaires et une place dans le concert des entreprises mondiales pas tout à fait ridicule, qui a fait le choix stratégique j'installe de l'énergie toujours plus et c'est comme ça que j'offre ma valeur à mes clients, je vends à mes clients de l'efficacité énergétique. Puis en plus, dans cette entreprise, je suis en charge du développement durable, donc ils sont tous technophiles puissants, 5000 ingénieurs, et moi en plus je suis un peu utopiste, donc c'est de cet endroit-là que je vais dire quelques mots par rapport au débat qui vient d'être introduit. J'ai pas écrit quelque chose et je l'écrirai pas pour une deuxième raison, c'est que de fait cette entreprise a décidé, pour des raisons stratégiques, de ne pas prendre position sur le mix énergétique. Vous comprendrez que tous les énergéticiens sont nos copains puisque ce sont nos clients et que voilà un sujet sur lequel dès le début j'ai dit aux organisateurs que non, je peux dire des choses, mais il n'y aura pas une position officielle de Schneider Electric sur ce que je vais dire, et ce que je vous dis, c'est plutôt celle du directeur développement durable de Schneider Electric. Il me semble qu'il faut bien saisir qu'on est à un bouleversement qui fait que ce qu'on se dit aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on avait dit il y a 2 ans, et probablement rien avec ce qu'on dira dans 2 ans. Je vous ai pas dit il y a 10 ans ou il y a 20 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, je vous dis il y a 2 ans, et j'aurais même pu dire il y a 1 an, et idem pour dans 1 an ou 2 ans, pour une raison de technologie très précise. Le meilleur pour en parler, vous le connaissez peut-être, ça serait Gilles Babinet. Je ne sais pas si vous suivez Gilles Babinet, qui est un acteur français autodidacte qui écrit beaucoup aujourd'hui sur quelles sont les conséquences du numérique et qui est le représentant français dans une structure sur le numérique au niveau européen. C'est très intéressant comment le numérique est en train de changer l'appareil productif, la santé, la relation entre les gens, etc., etc. Il se trouve que la convergence entre les métiers de l'énergie et les métiers de la communication numérique est très récente, et que les entreprises qui mettent les solutions sur le marché le font depuis très très peu de temps.
pour des raisons, parce qu'elles y réfléchissent maintenant, parce que c'est possible maintenant, et parce que les enjeux sont maintenant. Au fond, ce que je vous montre là n'est pas très compliqué, mais il y a 2 ans, ça n'existait dans aucune société du monde. La capacité, ici, à Paris, de prendre la main sur qu'est-ce qui se passe dans une maison au fin fond de la Réunion et voir quelque chose qui va quand même ressembler à un mot que j'utilise qui s'appelle l'autoconsommation, dont vous pouvez faire aussi une recherche historique. Il n'est pas si vieux que ça, sauf pour des raisons de gens à distance du système ordinaire tel qu'il va. Premier point. Deuxième point, l'énergie, il y a un bouleversement pour des raisons endogènes et exogènes à l'énergie. Exogènes, elles ont aussi été un peu citées, c'est-à-dire que tout l'enjeu sur le climat, sur le carbone, sur la nécessité de réduire les émissions de carbone, ça a une conséquence sur ce qu'on dit sur l'énergie et sur les choix qu'un pays fait sur l'énergie. On espère d'ailleurs bien que dans 1 an et demi, à la COP 21 à Paris, ça aura une grande conséquence pour que pour qu'on puisse changer la production, par exemple, électrique. Par exemple, si à la seconde où on se parle, dans cette salle, on pouvait prendre la décision que toute l'électricité produite par du charbon le serait par du gaz, la peste plus que le choléra, eh bien, on resterait en dessous des 2 degrés pour le climat pour le siècle. Cette simple décision-là, dont vous imaginez bien qu'elle ne peut pas se prendre comme ça. Mais si on passait du charbon, là où l'électricité est produite en charbon, j'ai plus de chiffres, je crois que c'est plus de 60%, mais je ne sais plus si. Si on passait au gaz, je ne dis pas aux renouvelables, etc., on resterait dans les objectifs de 2%. Voilà, l'enjeu de l'énergie sur le sujet. Donc exogène. Deuxièmement, la question de l'investissement, c'est-à-dire que les grands investissements qui ont été faits au moment du nucléaire, il n'y a pas beaucoup de pays matures aujourd'hui qui sont capables de faire ce choix pour le futur, quoi. Il n'y a pas beaucoup de capacité de se dire je vais faire ce choix-là, et y compris les grandes puissances nouvelles qui peuvent le faire. Troisièmement, on l'oublie un peu dans le débat, il y a aussi tous ceux qui sont contre. On se demande pourquoi ça n'avance pas, il y a quand même tous ceux qui sont contre. Des royaumes du Golfe Persique au Venezuela en passant par d'autres, il y a quand même un paquet d'acteurs qui trouvent que le débat dont je parle, il vaut mieux qu'il se stoppe ou qu'il s'arrête plutôt qu'avancer. C'est bien de se le mettre aussi dans l'esprit pour réfléchir sur ce sujet. Donc je reviens à mon bouleversement. Il y a donc des raisons techno en interne et ça a 3 conséquences. La première, me semble-t-il, dans le débat, pour la première fois, on est capable de prendre au sérieux dans le débat la question de la demande. On dit toujours qu'il y a une question d'offre et de demande, d'ailleurs tous ceux aussi qui se rappellent des débats de 1974, des années qui ont suivi. On fait croire qu'on est attentif à la réduction de la consommation et qu'on fait des mesures sur le sujet. Puis quand tout à coup, et c'était vrai dans le débat de la transition énergétique, on va au fond du sujet, on abandonne ce sujet pour la poire, pour la cerise sur le gâteau, puis on se dit on va parler sérieusement du mix énergétique. Probablement que ce que nous vivons sur les technologies est en train de ramener ce sujet de la demande à l'endroit où il devrait, c'est-à-dire devant. Réfléchissons à comment on réduit la demande, puis quand on aura vu comment on la réduit, on va voir comment on va produire l'énergie qu'il faut produire, et peut-être beaucoup moins. Pourquoi réduire la demande ? Je peux prendre 3 exemples pour être un petit peu dans le précis. Il y a un concept nouveau qui s'appelle l'effacement. Il n'existait pas avant. Je prends un exemple. Imaginons une très grande société d'hypermarché qui se dit c'est la COP 21 et je voudrais bien faire quelque chose pour montrer que je fais quelque chose. Elle a 3 possibilités. Soit elle installe des panneaux photovoltaïques sur tous ces hypermarchés. Bon, on est quand même en France, c'est d'une efficacité moyenne. On va dire comme ça, sans trop parler du sujet. Elle va dire, je vais travailler avec des sociétés comme Schneider Electric pour faire de l'efficacité énergétique et consommer au mieux. C'est très efficace, c'est très dur à faire. Enfin, c'est pas dur, mais ça prend du temps, etc. Ou bien elle va se dire, bon, alors l'électricité française, elle est surtout carbonée au moment de la pointe, de 7h à 9h, 1000 heures par an. C'est à ce moment-là que l'électricité coûte très cher et qu'elle émet tout le carbone que l'électricité française émet. Il suffirait peut-être que je refroidisse mes réfrigérateurs et congélateurs 2 degrés de plus entre 5h et 7h pour ne plus avoir à utiliser les moteurs de mes frigos entre 7h et 9h. Et en plus, bonne nouvelle dans la loi NOM, je vais être payé pour faire ça.
Et de fait, ça a un impact tout à fait important sur le réseau électrique. Eh ben ça s'appelle l'effacement. C'est une solution nouvelle. Il y a des boîtes françaises qui le font. Il y en a une qui s'appelle Energy Pool, qui fait le lien avec tous les grands producteurs industriels pour qu'au moment où il y a la demande du grand public, ceux-là consomment le moins et on les paye pour qu'ils ne consomment pas à ce moment-là. Voilà un système nouveau que seulement les moyens numériques peuvent faire pour l'automatiser. Deuxièmement, on entend cette petite musique de plus en plus de la maison à énergie positive. Je rappelle que le mètre carré ordinaire de chez vous et de chez moi, en gros à Paris en ce moment, il doit être à peu près entre 150 et 200 kWh du mètre carré. Vous pourrez vérifier chez vous. Quand on fait la RT 2012, c'est-à-dire le mètre carré qu'on construit aujourd'hui, il doit être construit grâce à la RT 2012 à moins de 50 kWh du mètre carré, c'est-à-dire 4 fois moins. Parce que l'enveloppe est plus la même, différente, parce qu'il est, etc. Et puis maintenant, il y a des gens qui vont plus loin, en l'usage des comportements, un peu de génération, etc., etc. Et on arrive à des maisons à énergie positive. Mais c'est un peu comme le bio. Le premier qui a mangé bio, bon, il y en avait 2-3 dans un coin, on trouvait ça sympa, puis voilà. Il y a une certaine massification aujourd'hui. Il suffit de voir les mètres carrés des mêmes hypermarchés dont je parlais sur le bio. Bah, si tout à coup, un peu partout, il y a des maisons à énergie positive, c'est pas encore ce que fait la mienne là, ça veut dire qu'elles vont rendre au réseau pas mal d'énergie, donc elles ne vont pas en consommer. Donc on n'est même plus dans la réduction de la demande, on est dans une offre un peu différente. Ça, c'est un système qui fonctionne dès maintenant. Deuxième système qui fonctionne dès maintenant. On pourrait en prendre plein aujourd'hui. Et donc, je voulais vous montrer, vous faire toucher du doigt deux réalités. Donc vous avez là un projet de Schneider Electric qui est financé entre autres par les crédits du Grand Emprunt, qui est fait avec le partenariat de beaucoup d'entreprises dont le RDF. Il fonctionne à l'île de la Réunion, sur la Guadeloupe et en Corse pour des centaines de maisons. Et donc c'est un peu comprendre comment une maison, le monsieur qui est je consomme 12 watts, peut en même temps produire de l'énergie, prendre son énergie et la mettre dans ses batteries, par exemple celle de sa voiture, puis en même temps est au réseau et peut consommer au réseau. Alors il se trouve que c'est comme ça maintenant, ça aurait pu être un peu différent, il pourrait rendre de l'énergie au réseau, il pourrait utiliser à la fois l'énergie de sa batterie et l'énergie du réseau, ou bien que celle du réseau, ou bien que celle de la batterie, tout est possible. Et donc vous voyez, si on massifie cette démarche-là, on a une autre démarche sur la question énergétique, et le véhicule électrique est important sur ce sujet-là. Je peux aller plus loin en vous montrant autre chose, et ça sera la fin de ma présentation. Ce que je montre là-bas, et je vais me promener au milieu de vous, vous voyez, à l'endroit où je me promène au milieu de vous, là, ça c'est ma maison à moi, ici, dans l'ouest parisien. Je peux vous montrer quelles sont les prises qui sont allumées et quelles sont les prises qui sont éteintes. S'il y en a une, il n'y a personne chez moi en ce moment et je vois qu'il y a une prise qui est allumée ou il y a une lampe et je comprends que ce n'est pas normal qu'elle soit allumée, je presse dessus et je l'éteins et elle est en train de s'éteindre chez moi. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a une offre d'un concurrent de Schneider Electric dont vous entendez beaucoup parler depuis quelques jours, qui s'appelle l'offre de Next, dans lequel il y a aussi, quand votre voiture automatiquement arrive à une demi-heure de chez vous, elle va donner le signal pour que le chauffage se lance à ce moment-là. C'est-à-dire pas 3 heures avant et perdre 1 heure et demie de chauffage. Et l'ensemble de ces actions font réduire de 30% la consommation énergétique des bâtiments, qui consomment 45% de la consommation énergétique française. Donc c'est pas complètement rien. Et une offre comme ça, on l'a fait dans plusieurs établissements scolaires français, fait réduire dans un établissement scolaire la consommation de 60%. Pourquoi un établissement scolaire et pourquoi cet exemple? Parce qu'un établissement scolaire est fermé la moitié du temps, alors que la boucle d'eau chaude fonctionne tout le temps. Bien souvent, involontairement, il y a un certain nombre d'incivilités. Il fait trop chaud, j'ouvre la fenêtre, puis alors qu'il va faire un peu plus chaud, puis je pars et la lumière est allumée parce que je n'ai pas vu qu'elle était allumée, etc., etc. Et donc ça ne sert à rien de changer vraiment le bâti. Ce qu'il faut, c'est automatiser le bon comportement qu'on voudrait. Et dans ce cas-là, on réduit de 60% la consommation. Donc quelque part, l'idée que je voudrais amener dans ce débat-là, peut-être que je le pousse en l'extrême, mais je pense que ce n'est pas une seule réponse à la question du mix énergétique et de son avenir. L'idée que je veux amener, c'est que de fait, les nouvelles technologies vont changer notre relation au contrôle de l'énergie. Vous savez que quand on produit de l'énergie nucléaire, on perd les 3/4 d'énergie qu'on produit. Probablement, quand on produit au plus près du toit de sa maison, on en produit les 2 tiers, c'est vrai, tu as raison, les 2 tiers.
on va en perdre beaucoup moins puisqu'il n'y a pas de conversion, puisqu'elle est, etc., etc., etc. Puis on va pouvoir le diriger comme ça. Et donc l'ère de l'énergie 2.0 est en train d'arriver. La question énergétique dans tous les pays est maintenant centrale. Le débat de la transition énergétique tel qu'il est en France, ce n'est pas un débat qui n'existe nulle part dans un autre pays. Au contraire, on peut faire le lien avec ce qui se passe dans tous les autres pays dans le monde pour bien montrer qu'on est passé d'une réflexion globale à une réflexion focalisée sur l'énergie. Le Grenelle de l'environnement, si on fait un peu de l'histoire politique française, parlait quasiment pas de l'énergie. Alors que le débat de la transition énergétique n'est que le fils du Grenelle de l'environnement. Et qu'on est en moins de 10 ans. Il y a 10 ans, quand on se réfléchit à tous ces enjeux du développement durable, dans la méthode qui a inventé la méthode d'ailleurs, qui est encore mise en œuvre avec toutes les parties prenantes, ce sujet-là était quasiment absent du débat. Et dans l'UPDET, dans la deuxième version du même débat, il devient le seul sujet central du débat. Ce qui montre quand même que l'énergie prend cette place-là et que, de fait, il y a des grands paradigmes nouveaux qui arrivent. Par exemple, le monde, qu'est-ce qu'il faut? Je vais finir par là sur les obstacles et solutions. Les obstacles. Le monde de l'entreprise aime bien penser, ou plutôt on est tous câblés pour croire qu'il y a une corrélation totale entre la croissance de consommation énergétique et la croissance du PIB. On pense que si on réduit la consommation énergétique, on casse la gueule économique. Tout le monde ne pense pas ça, mais dans un certain nombre de cercles patronaux, cette idée est assez bienvenue. Voilà. Et on aime la pousser, c'est pas vrai. Blablacar, par exemple, réduit la consommation énergétique, fait pas beaucoup de bien au PIB, bien au contraire, mais c'est un autre mode de consommation, il rentre dans un autre monde dans lequel le numérique est important. Pour l'État, c'est complexe. Hein. Pour l'État, c'est complexe parce que la question énergétique, c'est quand même beaucoup de fiscalité pour l'État. Et j'ai un sentiment personnel que je pourrais étayer, qui est de dire qu'au fond, toutes les lois de l'État, par exemple de réduction de consommation énergétique et toutes les lois liées à l'isolation, à toutes les aides fiscales sur le sujet, sont au fond des lois sociales avant d'être les lois environnementales. Ce que fait dans ce sujet-là, c'est que l'État trouve le moyen de subventionner un certain nombre d'emplois de proximité et que la question stricte de la performance de l'usage de ces aides, elle est plus sociale que liée à la consommation énergétique. Et ça pose le deuxième problème. Troisième sujet, par rapport à vous et à moi, il se trouve que les gens qui s'engagent dans des enjeux de développement durable n'ont pas complètement mis l'énergie dans le sujet dans lequel ils devaient accroître leur sobriété. Ce que je dis de mes enfants doit être vrai d'un certain nombre des enfants adolescents aujourd'hui. Ils comprennent tout ce qu'il faut, et ils le disent assez volontiers à leur famille, qu'il faut fermer le robinet pour quand on se lave les dents. Néanmoins, vous rentrez dans chaque chambre d'adolescent, il n'y a pas un chargeur de téléphone ou d'ordinateur qui est débranché dans la journée, alors que le chargeur fonctionnera tant qu'il sera branché. Donc il n'y a pas aujourd'hui cette pédagogie qu'il y a eu sur plein de sujets, d'une certaine sobriété de la planète, pour la sobriété énergétique, et je pense que c'est un dernier sujet sur lequel il faut avancer. Et puis, sur les énergéticiens, de fait, il faut changer de manière complète la relation qu'on a avec eux. Ça, c'est très beau, ça. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour l'eau. Et ça veut dire que demain, il faut surtout payer l'abonnement et pas la consommation. Aujourd'hui, on est dans des politiques qui, depuis longtemps, font plutôt payer la consommation et réduisent le prix de l'abonnement. Mais tous les rêveurs comme moi qui sont dans l'autoconsommation, le jour où il y aura un grand nuage, ou bien mon système ne marche pas, je serais bien content de prendre de l'énergie à EDF. Et donc, il faut tout à fait réfléchir autrement le coût du réseau en coût de réseau assurantiel. Ça a une conséquence sur la précarité énergétique, parce que ceux qui feront ça ne sont pas ceux qui seront dans un grand immeuble où ils pourront tout faire ça. Et donc, sinon, c'est eux qui vont payer tout le réseau pour tout le monde, et en particulier pour celui qui a la capacité de faire ça. Donc là, il y a un vrai sujet qui est une transformation complète, qui prendra du temps, mais aussi un peu de courage, c'est de rendre le réseau plus assurantiel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire payer le fait d'être au réseau plutôt que le fait de consommer.